Donc voilà, je vous en prie, asseyez-vous. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence francophonie et formation professionnelle. La francophonie réunit 88 États dans le monde, 320 millions de francophones, est une réalité politique, culturelle et un espace d'opportunité, de mobilité pour la formation et pour l'emploi. Alors la France abrite le sommet de la francophonie, le 19e, qui va se tenir en octobre à Villers-Cotterêts, où la dimension d'espace culturel, d'entrepreneuriat et de formation sera mise en valeur. Et une des conditions pour faciliter la réalisation de cet espace, c'est la connaissance mutuelle des systèmes, notamment de reconnaissance des compétences. WorldSkills est un exemple de standard international d'excellence, mais cela peut prendre aussi d'autres formes. WorldSkills France et certains ici aussi accompagnent d'autres acteurs francophones dans leurs efforts. Et donc cette séquence aura 2 tables rondes successives, donc de 20 minutes et questions-réponses. Et donc je vais vous présenter les participants à cette première table ronde. Alors, Madame la directrice générale de la CNMA, donc la Chambre nationale des métiers et d'artisanat du Gabon, donc Madame Rachel Ebanette, bonjour. Je vais présenter aussi Monsieur Sébastien Lyon, qui est à sa gauche, ancien directeur exécutif de l'UNICEF, qui a travaillé comme conseiller UNICEF Sénégal et qui travaille aussi comme consultant au CJS, le Consortium Jeunesse Sénégal. Ensuite, on a donc Monsieur Pierre-Andrian Bolona, qui est le DG du Fonds malgache de la formation professionnelle, si je n'ai pas fait d'erreur dans votre nom. Et enfin, on a du coup pour l'île Maurice le président de l'Institut d'enseignement technique et technologique, fondateur du Polytechnique de l'île Maurice, monsieur le directeur général Yamal Mataboudoul. Voilà, et devra nous rejoindre le secrétaire général de la Confémen. On lui garde une place au chaud. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Ebanette. Et du point de vue, en effet, de votre pays, le Gabon, et du point de vue justement des métiers, des métiers de l'artisanat que vous représentez, comment vous voyez ces enjeux d'internationalisation sur les métiers et les possibilités ouvertes par cette mobilité entre pays francophones et notamment pour les jeunes et les entrepreneurs que vous représentez? Merci. Je commencerai par dire qu'au Gabon, pour ceux qui connaissent le Gabon, qui est un pays situé à la frontière du Cameroun, du Congo et évidemment de l'océan Atlantique, nous avons une population de 2 200 000 habitants. Donc une population assez modeste. Toutefois, pendant de longues années, la formation a été une formation axée sur des métiers, sur des formations universitaires. Les Gabonais se formaient pour devenir des médecins, pour devenir des ingénieurs. Mais les questions relatives donc à l'artisanat n'intéressaient personne. Ces métiers ont été pendant longtemps exercés uniquement par la main-d'œuvre étrangère, des pays d'Afrique de l'Ouest, des pays frontaliers. Et ce n'est que depuis les dernières crises économiques que le monde entier a connues que les Gabonais ont décidé finalement de se tourner vers ces métiers. Et pendant longtemps aussi, il faut dire qu'on les a considérés comme des petits métiers avec un accent un petit peu, une idée un peu péjorative, on appelle les petits métiers. Pourtant, les artisans, ce sont des personnes qui ont un savoir-faire manuel, certains, et qui sont capables finalement de réaliser des œuvres tout à fait belles, uniques, comme celles que je vois depuis que je suis arrivée au WorldSkills. La Chambre des métiers existe depuis, elle a été inaugurée en 2022. C'est donc une institution de création récente. Nous accompagnons des artisans dans le domaine du renforcement des capacités techniques, entrepreneuriales et commerciales, parce que nous ne voulons pas en faire que des salariés, nous voulons que ce soit des entrepreneurs. La question de la formation n'est pas évidente. Pour le commun des Gabonais, il y a évidemment ce constat qui a été fait pendant de longues années, une problématique d'inadéquation entre la formation et l'offre d'emploi. Et pour ce qui est des artisans,
nous avons encore besoin d'avoir des maîtres artisans suffisamment formés pour pouvoir accompagner le processus de formation de nos artisans. Mais lorsque nous avons créé la Chambre des métiers du Gabon, nous avons tout de suite signé avec CMA France, qui a été le partenaire technique qui nous a accompagnés. Et là, vraiment, ça a été le poker parce que CMA France existe depuis une centaine d'années. L'expertise de cette grande institution nous a apporté beaucoup. Et nous avons organisé des missions de compagnonnage artisanal dans les provinces du pays. Nous avons donc permis ainsi à des chefs d'entreprise françaises de séjourner pendant 1 mois auprès des artisans pour leur apporter leur savoir-faire. Et vraiment, je peux vous dire que cela a été une expérience tout à fait unique parce que les artisans que vous rencontrez lorsque vous arrivez pour déposer un artisan sans frontières français et qui va les former, ce ne sont pas les mêmes personnes que vous retrouvez lorsque vous revenez après la formation. Il y a une flamme nouvelle qui naît dans le regard. Il y a une modification au niveau du langage, du vocabulaire, au niveau de la pratique. Et ça, je crois que c'est l'une des plus belles choses que nous avons faites. Nous les accompagnons au quotidien et espérons vraiment pouvoir, avec le World Skills, avec le Africa Skills, leur permettre de monter en compétences et d'aller un peu plus loin. Merci. Monsieur le directeur général du Fonds malgache pour la formation professionnelle, oui, il faut passer le micro, parce qu'il est lui aussi mobile. Donc vous avez une initiative très, très originale, du coup, avec ce fonds. Vous allez nous expliquer rapidement en quoi il consiste, comment en effet il est financé et géré, et aussi comment vous avez pu aussi jouer collectif dans votre espace régional, notamment vous avez des initiatives qu'on évoquait hier dans la commission de l'océan Indien, et donc voir justement cet espace élargi au-delà de Madagascar, hein, voilà, et ces enjeux. Très bien, merci. Effectivement, le Fonds malgache de formation professionnelle est assez original, en ce sens que, d'abord, c'est, on va dire, une coopération réussie entre l'État et le secteur privé. C'est assez rare, même en France, c'est assez rare qu'on soit content de ce type de partenariat. Voilà. Le constat, il est un peu ce que nous avons même ici, c'est que par rapport aux exigences des entreprises, de qualification des entreprises, et les jeunes notamment, et je dirais les adultes, qui sortaient du système éducatif, il y avait un gap. Et ce gap-là, bien entendu, l'État ne pouvait pas le prendre en charge, faute de, on va dire, de moyens financiers. Et le secteur privé, donc, a accepté de cotiser pour aller combler ce gap. Et le secteur privé a accepté de payer, se faire prendre, entre guillemets, 1% de la masse salariale des salariés donc, dans l'entreprise, à verser à titre de cotisation au sein de ce fonds malgache de formation professionnelle qui existe maintenant depuis 5 ans. Là encore, où c'est original, je vous dis, c'est que d'habitude, et malheureusement, mon confrère africain ne me contredirait pas là-dessus, c'est qu'en général, quand il y a des taxes, des cotisations, etc., qui sont prélevées, elles partent dans le trésor public et elles disparaissent. Dans ce cas présent, le secteur privé a exigé et obtenu, ça n'a pas été facile, que ce fonds qu'on a créé, qui est une association reconnue d'utilité publique, loi 1900, si on part de la France, soit géré de manière autonome. Moi, je ne suis pas un fonctionnaire, d'ailleurs, je viens du secteur privé, j'ai un contrat privé, donc autonome, paritaire. Les employeurs sont représentés au sein d'un conseil d'administration par 5 administrateurs. Les employés, à travers la plateforme des confédérations des travailleurs, ont également 5 représentants. Et l'État, bien entendu, qui est l'État régulateur, par 4 administrateurs nommés par différents ministères. Je ne vais pas les citer parce que ça va nous faire prendre trop de temps, mais effectivement, le principal administrateur là-dedans, c'est le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec qui, bien entendu, on travaille la main dans la main, puisque tout ce que l'on fait, bien entendu, doit être validé techniquement par eux. La mission du FMFP, c'est de financer les actions de formation. Alors, je vais quand même en parler très rapidement pour en arriver justement à nos initiatives. C'est que je vais vous parler des 1% qui sont versés par les entreprises formelles. Nous avons donc à présent à peu près 11 000 entreprises, enfin, grosso modo à peu près la moitié des entreprises qui sont répertoriées officiellement. Nous sommes institués par une loi, donc cette cotisation est obligatoire et susceptible d'ailleurs
en cas de non-exécution de mesures juridiques, pénales, etc. etc. Donc, elle versait 1%. Sur cet argent qui est versé, 70% peut être utilisé directement par cette entreprise pour ses actions de formation, mais nous faisons quand même une censure. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ferait, par exemple, des réparations automobiles, si elle demande une formation de mannequinat, il y a de fortes chances qu'on dise non. C'est pas du tout, c'est pas dans votre secteur. Bref, 70% de ce qu'ils versent, ils peuvent l'utiliser eux-mêmes. Mais c'est nous qui sortons l'argent sur la base d'une convention, sur le budget, sur l'objet de la formation, sur le timing et sur la qualification du formateur. Donc à partir de là, donc l'affaire roule. 20% sont consacrés, sont mutualisés. Il permet, donc il y a 5 secteurs prioritaires, hein. Je vais en citer quelques-uns, le BTP par exemple, secteur tourisme, hôtellerie, restauration, ça fait 2, mais bon, je vous dis, il y en a 5. Donc 20% sont utilisés pour des actions communes. Ça, c'est la solidarité, on va dire. Les grands cotisent beaucoup plus, les petits moins, mais on fait des actions communes. Et puis 10%, ça permet de faire tourner la machine. Je vous disais, on est autonome. Donc voilà la répartition. L'autre côté, là où il y a un volet intéressant, et j'ai eu l'occasion de remercier hier l'AFD, notamment pour son appui, parce que c'est grâce à l'AFD et l'Union européenne que ce fonds qui est institué depuis 5 ans a pu être mis en place et peut fonctionner actuellement. Donc l'AFD et l'Union européenne contribuent à des actions de formation à travers ce qu'on appelle donc des fonds additionnels pour aller faire des formations dans le secteur informel. Ce n'est pas le cas en France. En France, on parlerait de travail au noir, mais chez nous, c'est plutôt la règle. 80% de l'économie du pays est faite dans le secteur informel et on ne peut pas effectivement faire semblant de ne pas les voir. Donc, nous contribuons par cette manière et c'est l'AFD et l'Union européenne donc, qui amènent les fonds pour aller faire des actions de formation qui passent à travers des procédures très lourdes, très longues, mais transparentes et qui permettent de financer des actions. Les banniers, là, par exemple, que l'on a, il y a une d'entre elles, si vous êtes passé là-bas, qui a été, dont la formation a été financée par nous à travers ces projets qu'on appelle les projets de type équité. Voilà donc, grosso modo, comment on fonctionne. Alors, pour ne pas trop vous alourdir avec les chiffres, je vais vous en donner juste 3, hein, et puis après, je reviens à l'objet de votre question. Sur ces 5 ans d'existence, on a alloué 8,4 millions d'euros pour les actions de formation, quasiment même niveau que l'État. On a formé à peu près 100 000 personnes, dont une bonne moitié moins de 35 ans, et bien évidemment dans le respect des genres, l'équilibre genre, donc hommes et femmes. Et je vous disais, donc il y a 11 000 entreprises qui ont bénéficié de cette formation. Voilà, un petit peu, si vous voulez, le synoptique. Hein, je répondrai plus précisément sur les 2 questions, mais pour en venir à vos actions, qu'est-ce qu'on fait ? Dans le cadre de la commission de l'océan Indien, alors pour ceux qui ne savent pas, Madagascar est situé où? Pas dans l'Atlantique ni dans le Pacifique, mais dans l'océan Indien. Oh, parce qu'il y en a qui demandent où c'est Madagascar encore. Bref, donc nous sommes dans l'océan Indien. À côté, nous avons des petites îles, petites par la taille, mais grandes par le poids, qui sont notamment à ma gauche Maurice, les Seychelles, ils ne sont pas là, et il y a 2 îles françaises, La Réunion et Mayotte. Voilà, merci madame, je vous donnerai un cadeau après. Dans le cadre de la COI, qui est très politique, effectivement, nous sommes en train de faire actuellement des actions de formation. Nous mettons en place des programmes de formation à travers ceux qui sont familiers par le terme de ce qu'on appelle des financements interreg. Je crois que ça signifie interrégion. Hein. C'est plus ou moins encadré également par l'Union européenne pour, dans ce cadre-là, faire venir à Madagascar des formateurs dans des domaines qui nous intéressent, qui intéressent également Maurice, par exemple l'économie de la mer, l'économie bleue, l'économie verte également, parce que aussi bien à Maurice, à La Réunion qu'à Madagascar, nous avons des problèmes, vous entendez, le réchauffement climatique, etc. Mais nous, on n'a pas attendu le réchauffement climatique pour brûler nos forêts. Donc, on a un problème avec ça. Et puis, le 3e point qui nous rassemble, bien évidemment, les énergies renouvelables. Déjà, dans ces 3 domaines-là, donc, il y a des actions qui sont en train de se mettre en place, des échanges de formateurs, et puis éventuellement envoyer se former à La Réunion pour certains d'entre eux, sachant qu'il y a des pôles d'excellence, effectivement, sur La Réunion. Voilà le type d'initiatives qui sont en place. Alors,
je termine là-dessus pour dire, j'en profite parce qu'il est là, il était en train de raconter là tout à l'heure que Maurice nous pique tous les gens qu'on forme. Ils n'en ont pas assez. Ça, vous parliez de mobilité régionale, ben voilà, nous, malheureusement, on l'a subi. Il y a des gens, ben oui, tous ceux qu'on forme dans l'informatique partent à Maurice, après partent au Canada, voire se retrouvent en France. Tous ceux qu'on forme dans le tourisme, l'hôtellerie-restauration, je les retrouve dans les hôtels à Maurice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est la transition parfaite pour... Voilà, tout à fait. Voilà. C'est plus difficile avec la Réunion parce qu'il y a systématiquement des problèmes de visa. Mais bon, voilà, je termine. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, on reste sur la même zone avec Monsieur Mataboudoul, votre voisin, du coup, comment vous voyez, donc, effectivement, vous avez cette attractivité et cette mobilité, mais du point de vue de votre organisme de formation, l'Institut Polytechnique, comment vous voyez ces enjeux de mobilité régionale et plus large sur l'espace francophone? Donc, il était dit aussi la mobilité vers le Canada. Comment vous voyez ces enjeux de votre point de vue? Ok, bonjour tout le monde. Bon, on s'entend très bien avec Mada. Simplement pour dire, parce que Maurice devient l'ennemi numéro 1 là. Si vous peinez à trouver le Madagascar sur le map du monde, Maurice, bonne chance, hein? Ok, on est très très petit. Alors, au niveau de la région, ok, pour l'attractivité, je crois on a mis des plans très spécifiques avec la réforme de l'éducation qui vient de se passer. Je vais m'accentuer un peu plus sur la réforme de l'éducation technique et vocationnelle qui vient de se passer. On a réalisé qu'avec la vitesse du changement, c'était très important de pouvoir créer cet escalier entre le vocationnel, le technique et l'université. Alors, c'est un peu ça qui nous a pris les derniers 5 à 7 ans pour pouvoir créer des institutions. L'institution que je représente aujourd'hui, Polytechnics Mauritius, est issue de cette réforme à l'éducation technique, créée il y a 7 ans de cela, mais ça grandit vite parce qu'on est déjà la troisième plus grande institution ici à Maurice. Bon, Maurice, bien sûr, l'échelle est très petite quand on parle des chiffres de Madagascar et des autres pays que vous allez entendre. Mais ceci dit, on est la troisième plus grande institution qui a déjà évolué. Comment développer ces passerelles a été la vision du gouvernement. Des passerelles de l'éducation vocationnelle au niveau base des certificats, des diplômes d'études, pour aller sur l'éducation technique à plusieurs échelons, un peu plus pour l'économie émergente, que ce soit l'économie de la mer, l'économie du tourisme un peu plus spécialisée, un peu de niche, interdisciplinaire, quand on parle, Maurice s'est accentué beaucoup sur des hubs. Alors on parle du Medical Tourism Hub, on parle du offshore, du financial offshore, que mon collègue Tom, ici présent de Luxembourg, on a beaucoup de gens qui suivent la formation à Maurice et puis, en termes de mobilité, s'orientent vers d'autres pays, hein. Alors, il y a ces passerelles entre l'éducation vocationnelle, technique et finalement avec l'université. L'éducation tertiaire depuis 5 ans maintenant est gratuite à Maurice. Ça aussi, ça a accentué, bien sûr, l'équité et l'accès pour les jeunes à pouvoir participer dans tout cet échelon de l'éducation. Et éventuellement, on réalise qu'avec les chiffres, avec les besoins dans la région, Maurice a exprimé très directement l'envie de devenir un education hub dans la région. Non seulement parce qu'il y a le côté anglophone et francophone aussi, on est bilingue à Maurice, mais dans la région pour pouvoir s'ouvrir principalement vers l'Afrique et dans l'Afrique. On a bien sûr le marché subsaharien, on réalise le chiffre qui sort dans les 25 années qui vont suivre, on a près de 700 millions de personnes qui vont rentrer dans le marché du travail. Alors, c'est vraiment là où la formation est nécessaire. Et à l'île Maurice, on veut vraiment pouvoir développer en tant que plaque tournante. On ne pourra pas absorber, bien sûr, tous ces gens à l'île Maurice. L'idée, c'est de pouvoir venir suivre des formations supérieures, que ce soit à l'île Maurice avec des marques mauriciennes ou aussi des marques françaises,
anglaise, internationale qui se trouvent à Maurice pour pouvoir se réorienter vers d'autres cieux un peu partout à travers le monde. Et pour le moment, il y a aussi, en termes de mobilité et de la formation, on a le Mauritius Africa Scholarships, alors les bourses d'études Maurice Afrique, où le gouvernement de Maurice donne 50 bourses chaque année aux pays africains pour pouvoir venir. Et ça, c'est accentué vers l'éducation technique surtout, parce qu'il y a les certificats, les diplômes qui sont sur l'éducation technique et vocationnelle, et puis il y en a certains qui sont gardés pour, bien sûr, l'éducation tertiaire et les universités. Alors, il y a un grand essor qui prend place aujourd'hui pour vraiment pouvoir former des gens et pouvoir réduire cette disparité qui existait dans ce stigma qui existe perpétuellement entre l'éducation technique et l'éducation, les formations diplômantes universitaires. D'accord. On a couvert un chemin quand même assez conséquent, mais il y a beaucoup à faire. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment s'ouvrir vers le reste du monde. Et on invite tout le monde à pouvoir s'orienter vers Maurice, mes amis de Madagascar et d'autres, et les autres. D'accord. Merci. S'il y a d'autres questions, je vais prendre après. D'accord. Alors, Monsieur Sébastien Lyon, du coup, une question sur les projets que vous avez pu voir à l'UNICEF ou à Génération United. Est-ce que, du coup, vous avez vu des projets passés où il y en a qui sont en cours ou à venir, qui, justement, vont dans le sens de faciliter cet espace francophone de la mobilité, notamment ce que vous avez pu faire en matière de formation? Je sais qu'il y a eu des formations, notamment sur le numérique, qui ont contribué. Très bien, merci beaucoup pour la question et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été surpris d'être invité à une table ronde sur l'espace francophone parce que je viens d'une organisation, l'UNICEF, qui est une organisation qui est très tournée vers l'international, bien sûr, mais qui est très tournée vers l'espace anglophone. Disons, le siège est à New York, une grande partie de l'équipe est anglophone. Et j'y retrouve des similitudes un peu avec WorldSkills International, pour être honnête. C'est-à-dire que j'arrive ici et je me trouve dans un environnement qui est aussi très anglophone. Je vois qu'on a une magnifique assemblée de francophones aujourd'hui, mais bon, on est dans un petit dôme. Alors, c'est aucune offense faite aux organisateurs, pendant que plein d'anglophones débattent sur la scène principale. Donc déjà, bravo à WorldSkills d'organiser quelque chose de francophone, mais peut-être lui donner encore plus de vigueur et de visibilité les années prochaines. Ce sera aussi peut-être quelque chose qu'on peut souhaiter. Donc déjà, pouvoir témoigner un peu de cette difficulté de faire vivre le débat francophone dans les organisations internationales, ça c'est un constat que je peux faire et c'est dommage. Parce que c'est vrai que quand on voit les expériences des personnes qui sont autour de moi, les différentes rencontres que j'ai pu faire avec toutes les délégations, il y a des opportunités manquées aujourd'hui. Parce que dans l'espace francophone, on est peut-être moins bien, en tout cas moi c'est mon constat en travaillant dans une organisation internationale, on n'est pas aussi bien organisé, aussi bien mis en réseau que nos camarades anglophones. Donc c'est peut-être un appel à nous tous de faire plus et mieux. Encore une fois, félicitations à WorldSkills d'avoir cette démarche un peu de francophonie parce qu'on ne peut que la féliciter et l'encourager. Mais c'est vrai que c'est encore dans des organisations comme WorldSkills, et je parle aussi pour l'UNICEF dont je viens, c'est encore quelque chose de très naissant et de très balbutiant, j'ai envie de dire. Donc, un appel à nous tous de faire vivre ça, parce qu'il y a des opportunités. Moi, je ressors de ces quelques jours très enthousiaste, avec beaucoup d'énergie, et me disant, mais on aurait dû faire ça bien plus tôt. Je discutais avec les collègues de Côte d'Ivoire ce matin. Je me rends compte qu'ils sont sur le chemin de mettre en place WorldSkills en Côte d'Ivoire. Ils ont 3 ou 4 ans d'avance sur le Sénégal, où j'étais précédemment. Et ben, si on peut travailler ensemble pour bénéficier de leur expérience, je pense que c'est ce genre de collaboration régionale qu'il faut pouvoir mettre en place. Gabon, pareil. Je pense qu'on s'est tous rencontrés, les délégations africaines hier. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à partager. Et on s'est tous un peu découverts, quoi. Donc c'est super de se découvrir. Maintenant, j'en appelle à toutes et à tous et chacun pour continuer les échanges et profiter des expériences. Je voudrais dire que dans le cadre de WorldSkills, peut-être pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au courant, il y a très peu aujourd'hui de compétition nationale dans l'espace francophone. Peut-être ce point de départ qu'on peut donner. Il y a évidemment les grands pays traditionnels comme la France qui accueille, il y a le Canada, il y en a d'autres. Mais c'est vrai qu'en Afrique francophone, par exemple, il y a très peu de compétitions WorldSkills qui se tiennent actuellement. Et il y a cette envie de développer ça. Donc il y a aujourd'hui, parmi les
milliers de participants à WorldSkills, il y a des délégations africaines qui sont là pour comprendre comment ça fonctionne, assimiler, disons, les mécanismes de la compétition et pourquoi pas l'appliquer dans leur pays respectifs. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait une dizaine de délégations africaines qui viennent en même temps et qui viennent s'inspirer en même temps sur ça, ça crée une espèce de compagnonnage où je pense qu'on va continuer à faire route ensemble entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, les autres, tous ensemble pour voir comment ce WorldSkill peut se développer. Tant il est vrai que les enjeux de formation professionnelle sont des enjeux qui sont communs. On a à peu près les mêmes défis. Je vous entendais parler du gap entre l'offre de formation professionnelle et les besoins des employeurs. Bon, c'est à Madagascar, mais c'est partout. Enfin, c'est les mêmes défis qu'on rencontre partout. Et donc, on peut y trouver des solutions un peu plus globales. Et je pense que des organisations comme WorldSkills ou comme l'UNICEF peuvent jouer un rôle à essayer de mettre ensemble les acteurs. Donc moi, je repars avec... J'ai très peu de solutions à apporter, mais je repars en me disant que j'ai été invité pour moi-même peut-être aller porter la bonne parole de la collaboration dans l'espace francophone dans mon organisation. Et donc, je prends l'engagement de faire cette part du travail de mon côté. Et puis, je voudrais juste finir avec un dernier point, qui est un point d'appel. Peut-être, je sais qu'il y a le sommet de la francophonie qui se tient bientôt. Peut-être ça pourrait être quelque chose qui pourrait être porté à cette occasion. C'est le défi de la mobilité dans l'espace francophone. Ce matin, j'étais dans le Youth Forum. Il y avait autour de la table des jeunes de différents pays européens, etc., qui posaient leurs questions. Il y en avait une qui n'a pas pu venir. C'est la jeune représentante du Burkina Faso, parce qu'elle n'a pas eu de visa. Bon, on ne peut que le constater, et c'est triste de se dire qu'une jeune femme qui a un billet, qui vient pour une conférence spécifique, n'arrive pas à avoir son visa à temps. Je pense que c'est des choses, si on veut faire une francophonie active et des échanges et des compagnonnages fructueux entre nos différents espaces, il faut qu'on puisse faciliter une forme de mobilité qui fait que le savoir peut circuler, mais que les hommes et les femmes peuvent circuler aussi. Merci beaucoup. Merci. En effet, le sujet est bien identifié. Notamment en France, il y a eu un rapport en 2023, un rapport Hermelin, qui a fait 40 préconisations pour simplifier les différents modes en effet de délivrance des visas, et notamment en simplifiant la circulation, enfin avec un visa de circulation pour tous les alumni, ceux qui ont déjà un diplôme en France, obtenu en France, ou la simplification des catégories de passe-talent. Il y avait une multitude de types de profils, donc on a vocation à les regrouper. Et puis voilà, la procédure d'études en France aussi a vocation à être simplifiée. Donc voilà, ces éléments sont bien identifiés, mais en effet, il y a en effet le temps de mettre en place ces changements. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on aura toujours la possibilité de reposer des questions à ces intervenants une fois qu'ils seront là en fin de séquence. Mais est-ce qu'il y a des questions qui brûlent les lèvres avant de passer à la seconde table ronde? Et on aura une phase finale de questions encore possibles. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ministère de l'Éducation. Groupez votre question, peut-être. La question est une remarque aussi parce que donc, nous, on représente le ministère de l'Éducation et la délégation aux relations internationales et on a énormément de coopération bilatérale sur le sujet de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, et dire qu'à chaque fois qu'on a soutenu sur des fonds modestes des partenariats entre établissements, c'est un enrichissement qui est vraiment très fort pour les établissements français en l'occurrence. Et donc, nous, on est vraiment sur une volonté de dialogue entre pairs, d'échange d'expertise et d'enrichissement mutuel. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de mobilité ou d'échange d'expertise du nord vers le sud, enfin pas forcément d'échange d'ailleurs. Et donc, dire que nous, à chaque fois qu'on a soutenu des établissements français ou lancé des appels à manifestation d'intérêt auprès des campus des métiers et des qualifications pour des partenariats en francophonie, enfin de manière générale et en particulier avec l'Afrique, il y a un vrai intérêt et une vraie demande aussi sur des métiers qui sont peut-être en perte de nombre d'experts en France sur le tannage de peau, sur le bâti durable, l'architecture de terre. Et donc ça a été très bénéfique pour des établissements. Ça a aussi valorisé à la fois les enseignants français et les élèves qui sont des populations, des acteurs éducatifs moins touchés par de la mobilité internationale et par leur implication dans des projets de coopération internationale. Et ça a une vraie plus-value pour les établissements en France parce que c'est un facteur de valorisation, de motivation et d'enrichissement mutuel.
Donc en tout cas, nous, on est vraiment à l'écoute, alors via nos ambassades dans les pays, via le MAE, mais aussi via les ambassades des pays en France, pour mettre en réseau des établissements de formation et des acteurs de terrain. Ça crée du lien professionnel, mais ça crée aussi sur la durée du lien humain, parce qu'on parle beaucoup des financements, mais au-delà des temps de financement des projets, ce qui nous importe, c'est de renouer ces liens humains entre gens qui exercent le même métier, ce dialogue entre pairs. Et c'est ce qu'on a à cœur au ministère de l'Éducation. Donc on est vraiment à votre écoute là-dessus. Et il y a une vraie demande en France. Elle n'émane pas que du sud vers le nord, mais il y a une vraie demande des établissements. Comme vous le savez, les campus des métiers et des qualifications en France sont organisés par grands secteurs économiques, du bac-3 jusqu'à la recherche-innovation. Et un des critères pour eux de l'obtention du label d'excellence, c'est un critère ouverture à l'international. Et donc, il y a un vrai intérêt partagé. Donc voilà, merci beaucoup. Et merci passe pour la remarque. Ah, voilà. Il est 13h40, il faut vraiment qu'on passe. Gardez peut-être votre question pour la fin, parce qu'on n'a plus que 20 minutes pour la seconde séquence questions-réponses. Donc j'appelle les intervenants qui sont ici à nous rejoindre. Merci. 20 minutes. Donc je vous présente donc Madame Gohar Grigorian, qui est directrice générale du CEFPA, la fondation CEFPA, Centre d'enseignement professionnel franco-arménien, qui est donc la plus à droite pour le public. Ensuite, à sa gauche, donc Tom Muller, donc directeur de la formation professionnelle au ministère en charge de la formation professionnelle du Luxembourg. À sa gauche, donc pour le Québec, la directrice générale d'éducation internationale, Madame Lisiane van der Knaap, donc qui est une coopérative sans but lucratif qui a vocation à regrouper les centres de services scolaires vers l'international notamment. À sa gauche, je vous présente le directeur général de Compétences Québec, Jean-Roch Gaudreau. Et à ma droite... D'accord, je suis un peu confus. Donc Sobel Ngom, qui travaille du coup à la direction et fondateur aussi du consortium Jeunesse Sénégal, entre autres, et qui est membre aussi du réseau d'entrepreneuriat Ashoka, un réseau très connu et mondial. Alors je propose Madame Grigorian de prendre déjà la parole pour débuter et de voir comment du coup, du point de vue en effet de votre centre, comment on peut contribuer à faire émerger justement des échanges et quelle est la valeur ajoutée que vous voyez dans ces échanges et ces mobilités de jeunes dans cet espace francophone, de votre point de vue. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous et de partager mes impressions avec vous. Déjà, la francophonie, c'est un mot qui s'écrit avec un F majuscule en Arménie. A priori, l'Arménie n'est pas un pays francophone, mais l'Arménie est un pays francophile. Voilà pourquoi nous diffusons la francophonie et notre établissement est un produit de la coopération décentralisée entre la ville de Lyon et la ville de Yerevan pour diffuser la francophonie en Arménie. Voilà la réponse à votre question, monsieur le collègue qui m'a posé la question. Je ne savais pas qu'en Arménie, il y avait beaucoup de francophones. Voilà, c'est cette francophilie qui nous amène vers l'enseignement de la langue française. Dans notre établissement, qui a été créé en partenariat à l'initiative de notre centre qui existe ici à Lyon, l'ASEPER, la Société d'enseignement professionnel du Rhône, nous enseignons différents métiers et nous diffusons la francophonie. Tous les élèves qui viennent et ne savent pas un mot français commencent à partir de l'alphabet et on diffuse la francophonie aussi via les métiers. Et ces métiers mènent à nos jeunes vers des échanges culturels. Par exemple, nous avons beaucoup de mobilité avec la France, notamment avec la ville de Lyon. Maintenant, nous avons les jeunes qui ont participé au Forum de la jeunesse et qui ont partagé leur expérience avec leur homologue français. Et nous avons aussi
notre compétitrice qui représente la section de couture qui est ici. Et d'ailleurs, avant de participer au WorldSkills International, elle a été venue à Lyon. Elle a été entraînée à la SEPR 2 fois, qui lui a donné déjà cette autonomie, cette indépendance pour être beaucoup plus prête pour aujourd'hui. Hein? C'est ça les échanges entre les jeunes, c'est le partage des valeurs, c'est le partage des traditions, des mœurs et des coutumes. Et en fin de compte, ce que je constate ici, les jeunes se sont liés d'amitié très vite d'un coup, et c'est ça qui donne la francophonie, et c'est ça qui donne le partage des expériences. Et puis après, c'est très important d'aller très très vite à l'internationalisation. Parce que via l'internationalisation, on adapte, on investit l'expérience étrangère, l'expérience européenne, via la digitalisation, via le green, le vert, et on parle la même langue avec les homologues. Voilà, bref, ce que je pourrais dire pour notre centre. Très bien, merci. Merci à vous. Madame van der Knaap, je propose de prendre le relais avec le micro et avec une question. Comment, de votre point de vue, la francophonie est-elle vue comme une première étape vers l'internationalisation, et quel retour d'expérience vous avez justement de ces expériences avec d'autres pays, notamment le Sénégal avec lequel vous êtes en partenariat? Comment la mobilité des directions d'organismes aussi et des formateurs peut élargir les opportunités pour tous les bénéficiaires, notamment les jeunes? Oui, merci. Alors déjà, dire que Éducation internationale est née d'une volonté vraiment des établissements d'enseignement du Québec, et notamment et surtout la formation professionnelle, de s'internationaliser, donc de participer à des échanges, de partager leur savoir-faire, et aussi de recruter à l'international des élèves là, pour venir s'asseoir sur les bancs d'école au Québec en formation professionnelle. On a la même réalité que plusieurs pays européens au Québec, c'est-à-dire un manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, on est en recrutement d'élèves internationaux pour la formation professionnelle. Donc, vous voyez, il y avait une volonté quand même qui existait. Puis, où est-ce qu'ils se tournent? Naturellement, bon, les Québécois, vous savez, on est un territoire de 8 millions de locuteurs francophones dans un océan d'anglophones en Amérique du Nord. Et pourtant, même si c'est la porte d'à côté, la province de l'Ontario ou encore New York, le Maine, bien, les gens, ils se tournent vers les établissements français. Ils veulent échanger avec leurs homologues maliens, burkinabés, sénégalais et la Belgique aussi, beaucoup. On a des réalités qui nous rapprochent de la Belgique. Donc, naturellement, sans même qu'on les dirige, les gens vont vers la francophonie. Puis, bon, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi, évidemment. Quand on traverse les frontières, il y a tellement de différences auxquelles on est confronté. Les différences dans les moyens avec lesquels on travaille, la culture, les religions. Alors, si minimalement on a la langue en commun, eh bien, on réduit le bruit quand on tente de rentrer en communication et ça fonctionne bien. Alors, sur le retour de l'expérience, peut-être, pour répondre à votre question aussi, que vivent en fait les directions d'établissement? Nous, en fait, on gère des programmes de mobilité. Puis, je fais un peu du pouce sur ce qu'a dit ma collègue du ministère de l'Éducation de la France. Le ministère de l'Éducation du Québec aussi a des programmes de bourse d'échange pour que les jeunes, puis les enseignants et les directions puissent aller s'inspirer ailleurs ou partager leur expertise ou en apprendre davantage. Je vais vous donner un exemple facile. Des enseignants de pâtisserie au Québec, ils adorent faire des stages en France dans des bonnes écoles de pâtisserie ou encore aller en Allemagne, apprendre à travailler sur certaines machines qui sont en émergence puis qui sont nouvelles chez nous dans les chaînes de montage. Et quand ils reviennent, évidemment, ils développent des compétences techniques. Ils se font des amis à travers les frontières. Aussi, ils développent... puis ce matin, j'étais dans le panel là, qui parlait de l'impact des WorldSkills. Puis on a posé la question à savoir comment on mesure le développement des compétences transversales. Mais nous, c'est beaucoup ce que les gens nous disent. Puis pour les enseignants aussi, lorsqu'ils traversent les frontières, bien, ils ont beaucoup d'élèves immigrants dans leur classe. Puis ils disent, maintenant, je comprends mieux leur réalité. Puis je me sens mieux apte à les intégrer dans ma classe. On a énormément d'Africains francophones qui viennent étudier au Québec. Puis, quand on permet à des enseignants et des directions du Québec d'aller en Afrique aussi,
une fois qu'ils sont rendus chez eux, ils se disent, je comprends leur réalité un peu mieux, puis je suis mieux à même de les intégrer dans mon établissement et de développer des services adaptés à peut-être aux besoins là, des élèves qui sont nouvellement arrivés. Merci. On va revenir en Europe avec le Luxembourg, donc, à votre gauche. Donc, Tom Müller, du coup, de votre point de vue, du Luxembourg, un pays au cœur de l'Europe, quels sont vos enjeux justement d'échange et de cet espace francophone en termes de mobilité, de parcours, emploi-formation Oui, à la base, le Luxembourg n'est pas un pays francophone. La première langue du Luxembourg est plutôt le luxembourgeois, mais le français est la langue qui nous unit au Luxembourg, parce que le Luxembourg a une large tradition d'immigration de l'Italie, du Portugal, des pays africains aujourd'hui, et la langue qui nous unit tous est encore aujourd'hui toujours le français. Et justement pour vous montrer l'importance que nous y accordons, le ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer ce matin un objectif ambitieux qui est d'offrir toutes les formations professionnelles qui sont offertes au Luxembourg, non seulement en allemand, mais également en français d'ici 2027. Donc vous voyez, il y a vraiment une très grande importance que nous accordons à la langue française. Le Luxembourg est, comme le Canada aussi, confronté à un manque de compétences. Nous avons aujourd'hui une création nette d'emplois qui est 3 fois plus élevé que le nombre de jeunes diplômés qui sortent de nos écoles. Et cela n'est pas dû à un décrochage massif, mais simplement parce qu'il n'y en a pas plus. Donc le Luxembourg a vraiment besoin de la grande région, des pays frontaliers et également de l'immigration, et doit par conséquent également développer des mesures pour l'intégration. Nous avons une très bonne coopération avec la France et avec la Belgique, avec l'Allemagne également, au niveau de l'apprentissage, mais nous rencontrons aujourd'hui d'énormes difficultés au niveau de la mobilité. En effet, au Luxembourg, le Code du travail ne permet pas à un apprenti de sortir du pays. Donc, en fait, il n'a pas le droit d'aller faire des expériences dans des entreprises étrangères, mais doit forcément rester au Luxembourg pour son apprentissage. Nous avons lancé son candidat à un projet Erasmus+, sur de l'expérimentation, Policy Experimentation, pour justement trouver des moyens avec d'autres pays, comment favoriser ces échanges, pour comment changer les éléments des lois au Luxembourg qui ne permettent pas ces échanges. Il est également très important pour notre pays de se développer au-delà des frontières européennes et également d'apporter notre savoir-faire dans d'autres pays. Ainsi, nous avons aujourd'hui une bonne coopération avec le Cap-Vert au niveau de tout ce qui est formation en construction et en hôtellerie. Nous avons développé, il y a maintenant 1 an qu'on a reçu une délégation béninoise pour développer ensemble un centre de formation pour l'hôtellerie au Bénin. Et justement, donc pour une meilleure intégration des migrants au Luxembourg, nous avons également développé de nombreux dispositifs au cours de ces dernières années. Nous avons des programmes d'intégration linguistique qui permettent aux jeunes immigrés d'apprendre, là encore, le français et non pas le luxembourgeois, le français en 1 an. Nous avons développé l'année dernière des formations diplômantes pour jeunes immigrés qui ne parlent pas encore assez la langue, où nous combinons donc un apprentissage de la langue avec un apprentissage du métier. Nous avons, comme je l'avais dit, beaucoup de programmes de formation diplômants en français, développé une offre d'écoles européennes, mais pas selon le modèle classique de l'école européenne, mais qui en fait, c'est un modèle que nous avons développé qui repose sur les principes des écoles européennes, mais qui permettent donc aux jeunes de ne pas avoir cette barrière de la langue. Et nous avons mis en place un nouveau dispositif pour
les jeunes immigrants pour les orienter, pour leur permettre une reconnaissance de leur qualification, une reconnaissance de leur savoir-faire et peut-être leur offrir des formations supplémentaires pour pouvoir intégrer le marché du travail au Luxembourg. D'accord, merci M. Müller. Jean-Roch Gaudreault, je vous propose d'intervenir sur la question des Olympiades. Oui, puisque nous y sommes. Voilà. On a vu la vannerie hier notamment. Et pourquoi du coup créer des Olympiades francophones? C'est une question qu'on s'est déjà posée. Voilà. Et quelle perspective au-delà en effet de l'initiative sectorielle sur la vannerie qui a été développée avec WorldSkills France? Parce que c'est la voie royale, pour répondre d'emblée à votre question, c'est la voie royale pour faire la promotion et la valorisation du secteur des métiers spécialisés. Ça offre des exemples de réussite. Tous ces jeunes-là, vous en avez 1700 ici, mais pour chacun de ces jeunes que vous voyez au Mondial des métiers, il y en a 1000 autres derrière, dans leur localité, dans leur pays, dans leur province, dans leur département, qui ont vécu l'expérience de ce cycle des Olympiades. Donc, et à chaque fois, on raconte une histoire. Et c'est une histoire, la plupart du temps, presque exclusivement positive. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, de pouvoir publier les photos de ces jeunes-là, heureux, qu'ils soient victorieux ou non, mais qui se réalisent dans leur métier, vous savez, ça vaut de l'or. Ça vaut n'importe quelle campagne de publicité. Donc, ces Olympiades qui existent depuis 1950 avec le mouvement WorldSkills, qui était autrefois IVTO, que j'ai connu, parce que je ne suis pas très jeune. Je fais des Olympiades depuis 1996. Donc, ce mouvement qui est devenu WorldSkills a conquis le monde, et pour de bonnes raisons, parce que la formule est valable. Alors, une fois qu'on a une formule valable, c'est comme quand on aime quelque chose, on veut le partager avec ses amis. Donc, moi, depuis des années, j'en parle, il faut qu'on mette sur pied ces Olympiades francophones qui pourraient prendre une autre forme que celle qu'on voit ici, parce qu'on aura des défis lorsqu'on dessinera ce projet qui est commencé quand même, mais il faut qu'on le fasse pour notre culture, pour nos relations qui existent déjà, pour raffermir tout ça, pour notre jeunesse, parce que la compétence est devenue une chose essentielle de l'identité. Et puis, la compétence, ça fait partie de la culture aussi. Moi, j'aime pas quand on oppose la compétence à la culture. À Paris, on a décidé de parler de culture plutôt que de parler de... Mais c'est la même chose, c'est au cœur de nos identités. La compétence de nos gens qui ont bâti notre patrimoine, qui ont bâti nos sociétés. Moi, j'aime pas qu'on oppose ça. Au contraire, il faut beaucoup de culture. Il y a beaucoup de culture sur ce qui se passe sur le site derrière nous. Il y a les manières de faire, il y a les traditions de tout un chacun. Et c'est ça la diversité aussi. Donc, il faut célébrer ça. Et dans la francophonie, on a cette sensibilité-là. Plus que les anglo-saxons, on peut le dire, ils ne sont pas là. Alors, voilà pourquoi on doit faire une structure des Olympiades. Moi, j'adore WorldSkills. Je travaille dans le mouvement depuis 28 ans, mais je vous dis, WorldSkills n'a pas le monopole des compétitions de métier. Je finis en vous disant, pour un pays comme le Canada, qui est quand même un pays riche, bon, ça fait toujours drôle quand ils disent qu'on est un pays riche, parce que nous, on se considère assez pauvres, mais enfin. Que le Canada, qui est un pays soi-disant riche, a de la difficulté à gagner des médailles ici au WorldSkills, tellement le niveau est devenu stratosphérique. Et c'est une critique, c'est une observation, c'est un fait. Donc, on ne pourra pas emprunter cette voie-là, parce que même pour nous, on se pose de sérieuses questions sur... parce que si vous ressortez d'ici sans médaille, je vous jure que vous trouvez les années très longues pour faire de la promotion. Il faut expliquer à tout le monde pourquoi vous n'avez pas gagné. Vous, la France, ça va. Vous allez très bien vous en sortir. Mais nous, il se peut qu'on ressorte à peu près bredouille dimanche prochain. Donc, ça nous prend une nouvelle patinoire pour jouer un jeu, pour que les médailles soient mieux réparties. Et puis, tant qu'à y être, on invite les amis. Alors voilà, c'était pour l'essentiel mon intervention sur pourquoi les Olympiades francophones. Il y a des milliers de raisons. Merci beaucoup. Alors, pour finir, Sobel Ngom, à partir de votre parcours, de votre connaissance du Sénégal, mais bien plus large, comment, du coup, vous voyez ces enjeux, justement, d'espace francophone et notamment au prisme de l'entrepreneuriat? Comment c'est aussi une mode d'acquisition de compétences voilà, et qui se transmet aussi. Merci. Bon, d'abord, ce que je vais dire, c'est que je suis très mal à l'aise de parler après mon voisin, parce que du coup, je ne sais pas si je vais vous faire sourire autant. Mais écoutez, ce que je peux dire déjà, ce que je voudrais partager, parce que je me demandais sous quel angle je vais prendre les choses dans cette conversation, parce que je ne dirige pas un centre de formation, je ne suis pas dans la formation directement, je travaille avec les jeunes. Mais quand on regarde dans mon pays et dans la majorité des pays de la francophonie, la majorité des personnes qui sont en formation professionnelle sont des jeunes. Ce qu'on voit, comme dans beaucoup d'autres secteurs, c'est que sur tous les sujets qui les concernent, ils sont très peu impliqués dedans.
c'est comment on va faire pour que les jeunes aient les compétences pour qu'ils soient insérés, pour qu'ils aient de l'emploi et pour qu'ils ne soient plus un problème dans la société. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, la façon dont ils voient leur inclusion dans leur société, la façon dont ils voient leur parcours de développement, la façon dont ils voient leur bien-être, etc., c'est des façons que si on ne les discute pas ensemble, finalement, on crée des programmes pour eux qui ne leur plaisent pas, et eux se plaignent qu'on ne fait rien pour eux, et finalement, on gaspille beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Ce qu'on voit dans mon pays, c'est que la formation professionnelle, ce n'est jamais un premier choix. C'est toujours un deuxième choix ou un choix de défaut. C'est j'ai raté mon bac, qu'est-ce que je peux faire? Bon, peut-être je vais aller faire de la formation professionnelle. J'ai un bac plus 5, je ne trouve pas de job au bout de 3 ans, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller faire de la formation professionnelle. Et c'est parce qu'on ne l'a jamais valorisé. Et moi, dans mon expérience personnelle, la première fois que j'ai compris que c'était un vrai job d'être un ouvrier, c'est qu'une fois, je devais avoir 15 ans, j'étais dans un voyage avec ma mère en France, on a laissé la clé dans l'appartement et on a dû appeler un serrurier. À Dakar, tu appelles un serrurier pour refaire une porte, il casse la porte, il change la serrure, ça coûte 15 €. Ce monsieur, on a dû le payer 400 € pour une intervention qui durait 20 minutes. Et la porte, elle était nickel. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est pas tant le métier qui est important ou pas, c'est la façon dont on le valorise et la façon dont on considère qu'il est important pour nous. Maintenant que je suis un adulte, que j'ai un chantier, que je dois construire une maison et que je paye tout 2 fois, je me rends compte que c'est compliqué. La porte, il peut me la mettre à l'envers. Pour lui, ce n'est pas un problème tant qu'il y a une porte et qu'il y a une serrure. Mais si elle ne s'ouvre pas dans le bon sens et qu'elle tape sur le truc, etc. Donc, on vit beaucoup d'incohérences dans la formation professionnelle parce que je pense qu'on ne la valorise pas, qu'on ne se dit pas « je vais être un super plombier ». J'ai jamais vu quelqu'un autour de moi dans la vie que tu lui as demandé « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Il t'a dit « je veux être plombier ». Jamais, j'en connais pas autour de moi. Et c'est dommage. Certains vont te dire « moi, je veux travailler dans une banque ». Ok, fine, parce que tu identifies de l'argent. Donc, il y a un vrai enjeu de perception. Et ça, c'est un point, je crois, qu'il faut qu'on travaille. Et je crois que les pays qui l'ont valorisé, on parle beaucoup de la Suisse notamment, j'imagine le Canada aussi, qui l'ont mis à un niveau de premier choix. Je pense que ces pays doivent nous influencer, surtout qu'on est des pays qui sont en construction. Donc, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour construire pour peu cher. Sur l'inclusion dans la francophonie déjà, avant de parler de la formation pro, je vais dire c'est quoi les liens entre les jeunesses francophones. Les liens sont assez faibles entre les jeunesses francophones. Il y a très peu de programmes qui favorisent une mobilité, même régionale, je dirais avant francophone, je dirais du Sénégal au Mali, au Bénin, etc. etc. Donc ceux qui la créent parce qu'ils ont trouvé les opportunités. L'autre difficulté, c'est évidemment le coût de la mobilité. Même si dans la CEDEAO, qui est à moitié francophone, il y a un accord de libre-échange, aucun jeune qui veut passer la frontière peut le faire librement. Il faut payer. Il faut payer en plus, il faut soudoyer, etc. Et donc ça, c'est des réalités politiques qui nous limitent. Et évidemment, quand on est un jeune Sénégalais et qu'on a envie d'avoir une expérience francophone, ce n'est pas au Mali qu'on pense en premier. C'est au Canada, ou c'est en France, ou c'est tout ça. Et c'est des pays qui sont un peu fermés. Et un de mes combats sur la mobilité, c'est justement de dire qu'aujourd'hui, un jeune Français, il peut aller dans 42 pays africains sans visa. Un jeune Sénégalais, il peut aller dans 0 pays européen sans visa. Et il ne peut même pas aller dans 42 pays africains sans visa. Il peut aller que dans 26 pays africains sans visa. Donc ça, ce n'est pas un truc contre la France. C'est une réalité. Aujourd'hui, je co-préside le Forum mondial sur les libertés de mobilité aux côtés de Carlos Tavares, donc secteur privé, société civile. Et c'est vraiment un enjeu qu'on pousse parce que c'est un enjeu politique et public. Et je vais terminer sur l'entrepreneuriat parce que je sais on a dépassé le temps, je suis désolé. C'est que notre réalité démographique aujourd'hui fait que l'entrepreneuriat est la seule voie de l'autodétermination quand on est un jeune. Parce que nos chiffres sont plus ou moins les mêmes. Sur 10 jeunes qui arrivent sur le marché du travail en Afrique francophone en moyenne, il y en a un qui a un job formel sur 10. Donc ça veut dire que les 9 autres, il faut qu'ils se forment tout seuls, il faut qu'ils entreprennent, il faut qu'une fois qu'ils aient entrepris, ils aillent chercher une formation pour renforcer leurs skills, etc. Donc oui, l'entrepreneuriat peut être un vecteur. Et mon appel, c'est de pouvoir, dans la francophonie, avoir une analyse de notre démographie globale et pouvoir porter des combats communs. Un des combats qu'il faut porter, il faut que la formation technique et professionnelle arrive à offrir des solutions qui n'exigent pas de parcours académique précédent. Parce que 50% des jeunes dans notre continent ne sont pas à l'école. Et si en plus on leur empêche
d'apprendre un métier parce qu'ils n'ont pas l'entrée en 6e ou le brevet, on les prive de tout. Voilà, et j'arrête là. Merci, on a dépassé le temps, mais merci à tous les intervenants. Donc de cette table ronde comme de la précédente, on a dépassé le temps, donc je sais qu'on a après une petite vidéo possible pour ceux qui pourront rester, de la directrice de l'IFEF, l'Institut de Dakar sur l'emploi et la formation. Ce que beaucoup d'intervenants ont dit, c'est qu'il y a en effet ce socle d'échange à poursuivre. Hein. Donc je vous invite, pour ceux qui ont encore le temps, et puisqu'il y en a un certain nombre qui doivent partir, c'est ça justement, à l'extérieur, du coup de pouvoir continuer ces échanges dans d'autres cadres. En tout cas, tout ça appelle la création en effet d'un club francophone que nous appelons tous de nos voeux. Et donc on remercie l'ensemble des intervenants, avec la possibilité pour certains devront partir, mais de pouvoir intervenir peut-être sur une dernière question ou une remarque. Il y a Mahmoud Condé qui nous a rejoint du coup pour la Guinée. Je ne sais pas si vous souhaitiez faire une dernière intervention. Une minute. Je m'excuse très fort, je suis Mahmoud Condé, je suis le conseiller principal de Madame la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Donc en Guinée, l'emploi et la formation professionnelle sont dans le seul département. Donc pour nous, c'est un atout, contrairement à d'autres pays. Et je suis très heureux et je rejoins parfaitement, je le disais hier, que tout ce qui est question de formation professionnelle et de compétences, il faudra qu'on voie dans la zone francophone une manière de faire qui soit aussi plus inclusive. Inclusive, c'est-à-dire on tient compte aussi de nos originalités et des métiers qui existent pour ne pas écarter les savoirs locaux au profit du modernisme que je vois très hautement placé à ce seuil où certains seront écartés des Jeux olympiques, de certaines pratiques. Moi, je pense à mon tisserand qui se trouve à côté de mon village, qui est un véritable savoir pour sortir des cotonnades et des tissus que nous avons. Tu ne peux pas l'amener ici. Vous l'amenez, il va se perdre. Donc, on tiendra compte de tout ça dans la francophonie. Et je rejoins vraiment les deux présidents qui parlent vraiment qu'on crée un espace qui tient compte de l'identité et qui fait la promotion aussi de chaque identité et qui le met en espace où la compétition pourra être sur les mêmes domaines, mais sur des éléments différents dans le même domaine. Ça aussi, c'est possible. Ça fait en sorte qu'on ne va pas faire disparaître nos pratiques et nos cultures au profit du modernisme où certains seront complexés, gênés, et ça s'appelle de l'exclusion. Je vous remercie. Merci à tous, et donc j'appelle à prolonger les échanges, mais donc déjà pour une petite photo de famille, tous les intervenants, si vous pouvez revenir pour une petite photo de famille groupée de l'esquisse de ce club francophone des métiers et de la formation, déjà pour le temps d'une photo, et puis avec la possibilité de prolonger les échanges pour ceux qui peuvent rester. On tient tous. Bonjour, je suis Mona Laroussi, directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, et nous sommes basés à Dakar. Dans un monde où le marché de travail change rapidement, il est crucial de se concentrer sur la formation professionnelle. Cela signifie une formation ciblée, contextualisée, associée à une expérience pratique. Par exemple, dans l'industrie, les jeunes apprennent des compétences techniques précises et les utilisent dans des machines de pointe. Cette préparation garantit qu'ils soient prêts à entrer sur le marché du travail et avoir un impact immédiat. Le modèle d'apprentissage en Allemagne a renforcé considérablement l'apprentissage dual. C'est ce type d'apprentissage efficient que nous visons à l'IFEF. L'IFEF, un organe de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a pour mission principale dans l'enseignement technique et professionnel, EFTP, de fournir une expertise technique aux États et gouvernements membres de l'OIF ainsi qu'à ses partenaires. Nous aidons à élaborer, à mettre en œuvre, suivre, évaluer les politiques éducatives pour assurer une EFTP inclusive, équitable et de qualité. Nous favorisons des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour toutes et pour tous. Depuis plus de 15 ans, l'OIF défend activement la diffusion et l'implémentation de l'approche par compétences, APC, auprès des conseillers pédagogiques, méthodologues et formateurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants du secteur privé pour que les diplômés répondent aux besoins actuels et futurs du marché. Nous sommes conscients que les expériences d'apprentissage pratiques, structurées,
proposées par les institutions professionnelles offrent des bases solides pour les jeunes francophones, qu'ils soient dans le BTP, l'informatique ou l'agriculture. Notre valeur ajoutée, c'est notre approche unique qui consiste à co-construire des formations avec des pays pour assurer la durabilité de nos actions. Dans ce sens, nous avons noué des relations étroites avec les ministères en charge de l'EFTP, ce qui a permis de développer une expertise locale en matière de méthodologie APC adaptée aux réalités du terrain. En plus, pour mesurer la performance des formations, nous devons mettre en place des outils d'évaluation et des mesures d'insertion. Ceci nous permet de nous assurer que les diplômés trouvent un emploi ou créent leur propre entreprise après leur formation. Depuis 2019, l'IFEF a développé l'outil informatique InserJeune pour aider les pays francophones à suivre l'insertion professionnelle de leurs diplômés. Cet outil web et mobile permet de collecter des données auprès des diplômés et de traiter les informations relatives à leur insertion professionnelle. Des pays comme le Cameroun, Djibouti, la Guinée ou le Togo ont nationalisé et l'utilisent pour améliorer leur programme de formation professionnelle. Pour finir, cet événement qui nous rassemble aujourd'hui, WorldSkills, nous permettra de travailler ensemble pour que les jeunes de l'espace francophone acquièrent les compétences nécessaires permettant de mieux appréhender le marché du travail d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie.